Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de cette édition. Dans un communiqué publié peu après la frappe, le Pentagone a confirmé la mort du général Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne, désigné organisation terroriste étrangère par les États-Unis. Les condamnations de l'attaque ne se sont pas fait attendre. Cette attaque gratuite près de l'aéroport international hier soir a été une violation flagrante de la souveraineté irakienne et une violation des conventions internationales. C'est un crime odieux. Nous condamnons ce crime commis par l'administration américaine. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est de son côté engagé vendredi à venger la mort du général Soleimani et à décréter un deuil national de 3 jours dans son pays. Quelques heures après la mort du chef militaire iranien, des protestations ont éclaté dans la sous-région avec des centaines de personnes au Cachemire indien à majorité musulmane, des dizaines de milliers de personnes à Téhéran et d'autres villes iraniennes ou encore dans la ville d'Islamabad au Pakistan. En ce moment, le cœur de la nation entière saigne pour le martyr Qassem Soleimani. L'Iran doit certainement venger le fusion de sang injuste du général Soleimani de la manière la plus grave. Trump a tweeté vendredi que Soleimani aurait dû être éliminé il y a de nombreuses années. Alors que le président du Conseil européen Charles Michel appelle à la fin du cycle de violence en Irak et que l'ambassadeur français aux Nations Unies s'est prononcé en faveur de la désescalade, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine exhorte toutes les parties à respecter les principes de la Charte de l'ONU et les normes de base des relations internationales. Quant au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a félicité le président américain Donald Trump. Le président Trump mérite tout le crédit pour avoir agi rapidement, avec force et de manière décisive. Israël est aux côtés des États-Unis dans leur juste lutte pour la paix, la sécurité et la légitime défense. Les États-Unis ont actuellement 5200 soldats déployés en Irak, officiellement pour aider à former l'armée irakienne et s'assurer que le groupe État islamique ne réapparaisse pas comme une force. L'année électorale 2020 commence par un retrait. Ancien membre de l'administration Obama, Julian Castro était le seul latino à briguer la présidence. L'année dernière, il avait souligné dans un discours le manque de diversité parmi les candidats démocrates. Je ne pense pas que quelqu'un doit être élu président parce qu'il est une personne de couleur. Ce que je crois, c'est que si vous avez 7, 8 ou 9 personnes sur la scène de débat, elles devraient refléter la diversité du parti qui le représente. Suite au retrait de Castro du fait de ses faibles résultats dans les sondages, il reste maintenant 14 candidats en lice pour affronter le président Donald Trump à la présidentielle. Parmi les favoris, le sénateur Bernie Sanders, dont la crise cardiaque n'a pas ralenti la campagne. Les derniers chiffres de la collecte de fonds montrent que Sanders a récolté le plus d'argent du côté démocrate, 34,5 millions de dollars, au cours des 3 derniers mois de 2019. Mais il est l'un des nombreux sénateurs qui attendent de voir s'ils devront geler leur campagne électorale en janvier pour prendre part à la procédure de destitution du président Trump. La campagne passera au second plan face au serment sacré que j'ai prêté de défendre et de protéger la Constitution. Si nous entreprenons quelque chose de cette gravité, la destitution d'un président en exercice, alors je serai à mon poste et je ferai mon travail. La procédure de destitution braquerait également les projecteurs sur le favori démocrate Joe Biden, le président Trump ayant demandé à ce que ce dernier soit appelé à témoigner sur les liens entre son fils et une compagnie de gaz ukrainienne, une stratégie qui permettrait de détourner l'attention du dossier Trump. Je n'ai aucune connaissance directe de l'affaire. Il n'y a aucun fondement là. À l'approche du caucus du 3 février, Biden reste un des favoris dans les sondages nationaux, de même que Bernie Sanders, ainsi que la sénatrice Elizabeth Warren et l'ancien maire Pete Buttigieg.
La prochaine rencontre des démocrates est prévue le 14 janvier lorsqu'ils se réuniront pour un débat télévisé. C'est d'abord Donald Trump qui a mis en garde Tayyip Erdogan contre toute interférence étrangère en Libye après le feu vert du Parlement turc pour y déployer l'armée. Athènes a aussi appelé Ankara à ne pas franchir la ligne rouge, notamment dans le contentieux sur un accord maritime turco-libyen. Mais les autorités turques semblent ne plus regarder dans le rétroviseur. Nous avons donné et apporterons toutes les formes de soutien au gouvernement de Tripoli qui lutte contre un général putschiste soutenu par les pays arabes et les Européens. L'organisation panarabe ne voit pas aussi d'un bon œil l'intervention turque en Libye, devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar qui appuient le gouvernement d'union nationale JNA, reconnu par la communauté internationale, et de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte qui soutiennent le maréchal Khalifa Haftar qui s'efforce de prendre Tripoli. Faire d'une pierre deux coups, transportant des terroristes en Libye plutôt que de les garder en Turquie. Et s'ils réussissent, ils contrôleront tous les biens de la Libye, toutes les ressources de pétrole et de gaz, puis établiront une base proche des pays voisins. Washington a appelé le maréchal Khalifa Haftar à mettre fin à son offensive. Elle accuse d'ailleurs la Russie de le soutenir, ce que dément Moscou. Pour sa part, Ankara menace d'ouvrir les portes de l'Europe aux migrants et exhorte la communauté internationale à soutenir son projet d'en rapatrier une partie en Syrie. Réalité. Bonsoir à tous. Le Burundi suspend son championnat national des moins de 17 ans pour la saison 2019-2020 à cause des fraudes liées à l'âge des joueurs. La Fédération burundaise de football annonce qu'elle va travailler sur des bases saines et irréversibles en procédant à l'enregistrement dans sa base de données de ces jeunes joueurs tels que la FIFA le recommande. La Fédération promet aussi de descendre dans les académies pour la vérification physique des joueurs. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste d'arbitres qui vont débuter les tests pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui aura lieu du 4 au 25 avril au Cameroun. Parmi les centraux, des noms bien connus sur le continent comme le Gambien Papa Gassama, le Zambien Janis Sikazwe. Ils sont 20 en tout. 19 arbitres assistants prépareront également la participation à la compétition. Pour les entretenir physiquement, il y aura le Sénégalais Mademba Mbaké et le Djiboutien Mohamed Houssen Ali. Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, déjà privé de compétition pendant 3 mois pour une blessure à la cheville, a rechuté et va être absent quelques semaines, a annoncé son entraîneur. Cette rechute intervient alors que s'est ouvert le mercato hiver et que le Real Madrid demeure intéressé par le milieu de terrain français qui avait fait part avant la saison de ses projets de départ. Mais un transfert du français cet hiver apparaît peu probable. L'édition 2020 du Rallye Dakar qui démarre dimanche et se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite va voir l'introduction de plusieurs nouveautés sur le plan sportif avec l'idée de favoriser l'équité entre les concurrents. Grande nouveauté de cette 42e édition, sur 6 étapes, le roadbook sera distribué aux concurrents le matin même de la spéciale et non plus la veille au soir. En plus, il y aura des points stop obligatoires pour toutes les catégories de véhicules. La course sera stoppée pendant 15 minutes sur les spéciales de plus de 300 km afin de vérifier les appareils de sécurité, les appareils GPS, donner aussi à boire et à manger aux concurrents. À cette occasion, les pilotes pourront également livrer à la presse leurs premières impressions sur leur course. Pour le supermarathon, sur 2 étapes, les motos et les quads n'auront droit qu'à 10 minutes de mécanique à l'arrivée du bivouac avant de repartir pour l'étape du lendemain. Le jeune espoir de l'athlétisme mondial, Sacha Zoya, a choisi de représenter en compétition internationale la France, pays de sa mère, plutôt que l'Australie où il a grandi, a annoncé ce vendredi la fédération qui se félicite du choix de Sacha Zoya et s'engage à accompagner l'athlète dans sa progression vers le très haut niveau.
Âgé de 17 ans, Sacha Zoya détient les meilleures performances mondiales de l'histoire en catégorie 4D sur les 100 mètres haies et au saut à la perche avec 5,56 mètres. C'est tout pour aujourd'hui, John. À 13 ans, elle est classée numéro 1 au Nigeria dans la catégorie des moins de 18 ans. Iyene Essien est tombée amoureuse du sport à seulement 5 ans en voyant des golfeurs jouer lors d'une visite au club populaire IBB d'Abuja. J'ai vu le garçon jouer. Je voulais prendre ses clubs, mais mon père a dit non. Alors, il m'a demandé si je voulais jouer. J'ai dit oui. Alors, il m'a acheté des clubs et a demandé à un professionnel de golf pour me former. Iyene a assisté à son premier tournoi cette année-là, a remporté une médaille et plus rien ne pouvait la stopper. Ces 8 dernières années, elle a représenté le Nigeria 11 fois en Europe, en Afrique et en Amérique, avec 17 médailles à son actif. La prodige dit qu'elle aime le golf parce que cela lui a enseigné l'autonomie et la responsabilité. Dans ce jeu, vous jouez contre vous-même et pas contre les autres joueurs, ce qui est très excitant car vous vous affrontez vous-même et pas les autres. Même si votre caddie vous assiste, vous êtes responsable, vous êtes celui qui joue. Vous ne pouvez donc pas blâmer votre caddie ou qui que ce soit pour l'erreur que vous avez commise. Les parents d'Essien assistent à la plupart de ses entraînements et tournois. Son père, Eyo Essien, fait souvent office de caddie. Elle a encore une certaine marge de croissance et je pense que, comme je l'ai dit, à l'âge de 15 ans, elle sera mûre, vous savez, pour conquérir le monde du golf. La golfeuse adolescente a également d'autres projets, notamment étudier l'intelligence artificielle et aller à l'université. Pour l'instant, elle s'entraîne dur dans l'espoir de décrocher la première médaille mondiale du Nigeria en golf aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été en 2022. Belkacem Abdul Salam, 22 ans, est un diplômé en ingénierie. Après plusieurs tentatives pour décrocher un emploi dans l'industrie pétrolière de l'État libyen, il a finalement décidé de gagner sa vie en confectionnant des gâteaux. J'ai postulé pour la National Oil Corporation et la Briga Petroleum Marketing Company et le Arabian Gulf Oil Company et même Schlumberger, une compagnie privée. C'était très difficile. Si j'ai travaillé sur la base de mes études, j'aurais travaillé sur le terrain en tant qu'ingénieur pétrolier. Mais cette profession de boulanger et de gérant de café, je ne peux plus la quitter. Abdul Salam, tout comme d'autres jeunes diplômés, a été obligé d'abandonner son rêve pour suivre les cours du chef Bengazino dans ce centre de formation privé de Benghazi afin d'apprendre le métier de pâtissier. J'ai obtenu un baccalauréat en comptabilité il y a 8 ans, mais je ne travaillais pas dans le secteur public. Il y a 4 ans, je me suis décidée et j'ai lancé ce projet. J'imagine que si j'avais attendu que l'État m'emploie, je serais restée à la maison pendant 8 ans. C'est pourquoi je soutiens l'idée que les jeunes se battent pour eux-mêmes. Les emplois dans le secteur privé en Libye sont également devenus rares, les entreprises étrangères ayant fermé leurs portes en raison de la détérioration des conditions sécuritaires. Nabil Mohamed est un autre ancien élève des cours du chef Bengazino. À 30 ans, il a lancé sa propre entreprise de pâtisserie. Je n'ai tiré aucun avantage de mon baccalauréat en économie avec toutes ses finances, ses connaissances bancaires et d'autres sujets clés. J'ai postulé pour travailler dans de nombreuses banques. J'ai également postulé dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la solidarité sociale et de l'armée et rien ne s'est passé. La plupart des Libyens travaillent dans le secteur public, mais l'État embauche de moins en moins depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Alors que la Libye est considérée comme un pays riche, avec une population plutôt bien instruite, ces jeunes diplômés doivent se reconvertir dans d'autres domaines pour s'en sortir. Fin de ce journal. Bonsoir.